En France, c'était début mars et au Canada, c'est fin mars. Donc, c'est 5 heures de décalage. Bon, on vient de dépasser les 40 participants. Je propose peut-être de commencer, Olivier. Ouais, on y va. Bon, bah, très bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire international, hein, comme vous le savez, sur 4 continents, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Afrique et la zone Pacifique. Apparemment, il y a des représentants, j'ai vu dans les participants de chacun des continents. Donc, merci à vous aussi, certains pour les horaires soit tardifs, soit précoce, presque je dirais. En tout cas, aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir et l'honneur de saluer Olivier Zara, qui va parler d'un sujet particulièrement intéressant et passionnant, vous verrez, puisqu'il s'agit de la gestion des risques décisionnels grâce à l'intelligence augmentée. Alors, Olivier va se présenter, mais en tout cas, de prendre tout le côté décisionnel de prise de décision sous l'angle de l'IA nous semblait particulièrement intéressant. Et donc, bah, sans plus tarder, Olivier, je te passe la parole. Là. En attendant, le monde arrive là. On est à plus de 44 participants. Merci Christophe. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Parfait. Parfait. Merci Christophe. Merci Christophe de l'invitation et à Cadis de me permettre de faire cette présentation. Aujourd'hui, on va parler pendant une trentaine de minutes de la gestion des risques décisionnels grâce à l'intelligence augmentée, ou dit autrement, comment sécuriser vos décisions sur les enjeux collectifs. Alors, pour me présenter en quelques mots, mais vraiment super rapidement, ça fait 25 ans que je travaille sur l'architecture des décisions complexes, l'intelligence collective, l'intelligence artificielle. J'ai écrit 15 livres et cette présentation est extraite de mon dernier livre, Décideurs, êtes-vous bon ou chanceux? Et le plus gros de ce que je vais vous présenter est extrait du chapitre 11 de ce livre. Et donc, dans 30 minutes, vous pourrez avoir un début de réponse à cette question. Finalement, est-ce que je suis un bon décideur ou est-ce que je suis simplement chanceux? Alors, l'intelligence artificielle générative, elle contribue à la résolution de problèmes complexes qu'on appelle aussi enjeux collectifs. Dans les enjeux collectifs, il y a la stratégie, il y a le développement de la performance, il faut vendre plus, il faut produire mieux, se transformer, se réorganiser, faire l'ingénierie de produits, de services. Et malheureusement, il faut faire attention dans l'usage de l'IA parce que elle est incapable d'appréhender efficacement les facteurs humains qui sont souvent implicites. Alors déjà, si nous-mêmes, on a du mal à les appréhender, bien évidemment, l'IA encore moins. La culture, les émotions, les besoins latents, implicites, les jeux de pouvoir, les conflits, et également les contraintes particulières. Elle est également limitée dans sa capacité à hybrider les idées sur les enjeux collectifs parce qu'il y a de nombreuses parties prenantes qui ne parlent pas le même langage, qui n'ont pas la même vision de la situation et qui n'ont pas les mêmes intérêts. Chacun essaye de tirer la couverture le plus fort vers lui. Elle a une compréhension systémique des problématiques qui est quasiment nulle. Elle a tendance à penser en silo. Alors, je sais qu'il y en a qui me disent, mais non, tu te trompes, etc. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Et enfin, elle a beaucoup de mal à anticiper sur les difficultés qui émergeront au moment de l'implémentation d'une décision. Et chacun sait qu'une décision géniale qui n'est pas facile à mettre en œuvre n'est peut-être pas aussi géniale que ça. Alors, pour montrer un petit peu comment on peut faire un bon usage de l'IA compte tenu de ses limites, eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant ça, j'ai besoin de faire quelques apports théoriques, de revenir sur des fondamentaux et je voudrais présenter mes excuses à tous ceux ici présents qui sont déjà des experts de l'IA, qui savent tout de l'IA. Il y a peut-être aussi des gens qui savent pas grand-chose, qui sont venus là un peu, voilà, en se disant, tiens, pourquoi pas, c'est l'occasion de monter en compétence. Donc, s'il vous plaît, on fait preuve d'empathie. Oui, vous savez tout, peut-être d'autres ne savent pas. J'ai quelques minutes là de fondamentaux, d'aspects théoriques. Si vous savez déjà, vous vous bouchez les oreilles. Donc, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui est capable de reproduire des facultés humaines, analyser, prédire.
qui permet de traiter des volumes de données qu'un cerveau humain ne pourrait jamais absorber seul. Et donc, pour un manager, un décideur, eh bien, l'IA, c'est une machine à prédiction. Elle identifie des schémas et patterns, comme on dit en français, dans le passé pour deviner ce qui devrait arriver ou ce qui devrait être écrit dans le futur. Donc l'IA ne va pas remplacer les managers, mais les managers qui utilisent l'IA remplaceront probablement ceux qui ne l'utilisent pas ou qui ne l'utilisent pas efficacement. Si vous ne voulez pas être remplacé, eh bien écoutez, vous êtes au bon endroit. Merci à Calice pour cette invitation. L'objectif de cette présentation, c'est que vous ne soyez pas remplacé. Alors, dans l'informatique classique, on programme des ordres. Si l'utilisateur fait A, alors tu fais B, alors qu'avec l'IA, eh bien, on donne des exemples. Voici 10 000 factures payées, 10 000 impayées. Reconnais les différences et crée toi-même ta propre règle. Donc, la qualité de l'IA est liée à la qualité des données. Et donc, si on met des données poubelles en entrée, eh bien, on aura des décisions poubelles en sortie, ce qu'on appelle le machine learning, recevoir la donnée, l'analyser, trouver des schémas, faire des prédictions et envoyer une réponse. Et aujourd'hui, grâce au deep learning, eh bien, on est capable d'arriver à la puissance de ChatGPT, des IA génératives. Et le deep learning, en fait, c'est une version super puissante de l'apprentissage automatique et grâce à des modèles qui sont inspirés du cerveau humain, ce qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels. L'IA fonctionne sur une logique probabiliste, elle ne détient pas la vérité, elle calcule des probabilités. Donc l'IA ne réfléchit pas à votre question, elle se demande statistiquement après ce mot quel est le mot suivant le plus probable pour satisfaire l'utilisateur. Et puisque c'est une question de probabilité, eh ben, elle peut se tromper avec beaucoup d'assurance, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Donc l'IA ne sait pas si ce qu'elle dit est vrai, elle calcule ce qui est statistiquement cohérent. Il y a aujourd'hui trois types d'IA. Il y a l'IA faible qui effectue des tâches spécifiques, qui résout des problèmes, et ChatGPT, mauvaise nouvelle, vous dites, oh, c'est super puissant, mais en fait, ChatGPT, c'est une IA faible. Et l'IA forte ou l'IA générale, eh bien, c'est l'IA peut-être du futur qui viendrait avoir une puissance équivalente à l'intelligence humaine, mais aujourd'hui, c'est complètement hypothétique. Et ensuite de ça, eh ben, on a la super intelligence qui, elle, dépasserait l'intelligence humaine. Et pour moi, et en tous les cas, en l'état actuel des choses, on est dans la spéculation et on est probablement au-delà de la science-fiction. Donc, la définition managériale de l'IA pour un décideur, un manager, c'est une technologie qui augmente la capacité du manager à comprendre, à décider, à agir. L'IA, c'est un partenaire cognitif qui peut intervenir sur quatre dimensions, la sécurisation et l'accélération dans la prise de décision. On va en particulier limiter les biais cognitifs, l'amélioration de la productivité individuelle, réduire la charge mentale, gérer l'infobésité, les comptes rendus, le développement de l'efficacité collective. Donc là, on parle de management d'équipe, gérer les conflits dans l'équipe, préparer des entretiens individuels où on doit passer des informations sensibles comme t'es viré ou t'as pas atteint tes objectifs. Et puis également contribuer à l'excellence opérationnelle, qualité, vitesse d'exécution. Donc là, on parle des agents IA, on parle de l'automatisation, d'améliorer la productivité. Alors, ces quatre dimensions-là que je vous présente, c'est le fruit de mes recherches sur le sujet. Je propose une formation de 2 jours sur ces quatre sujets. Aujourd'hui, on a 30 minutes et donc on va se concentrer, comme c'était indiqué dans le titre de la présentation, sur la prise de décision. J'espère que les quelques éléments que je vais vous donner vous seront utiles. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous expliquer comment est générée l'IA générative. Ce n'est pas un vilain jeu de mots, hein. Donc, en fait, OpenAI a demandé à son IA de recopier tout ou partie d'Internet grâce à des paramètres. Et les paramètres ont été modifiés jusqu'à ce que la copie soit au plus près de l'original.
Donc, tant que OpenAI, tant que ChatGPT n'arrivait pas à recopier Internet d'une manière correcte, ben, il commençait et on modifiait des paramètres. Aujourd'hui, avec la version ChatGPT 5 en mode thinking, on a atteint 2500 milliards de paramètres. Gemini, c'est 2000 milliards, Claude, c'est 400 milliards, Mistral, 123 milliards de paramètres. Et donc, le big data est utilisé pour l'entraînement de l'IA, c'est-à-dire définir les 2500 milliards de paramètres, mais les réponses de l'IA ne sont pas générées par le big data, ils sont générés par les paramètres. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez utiliser l'IA sur votre téléphone sans connexion Internet. Donc, je résume, l'IA, c'est un calcul de probabilité, probabilité du mot suivant en fonction des mots précédents. Ce calcul s'appuie sur des contenus qui ont été produits par des humains. Le web public, Wikipédia, au passage, ce n'est que 1% du contenu total, les publications scientifiques, livres numérisés, projet Gutenberg, aussi les données propriétaires, des accords avec des éditeurs qui vont offrir leurs livres. Et donc, on peut dire, et en tout cas, je le dis, je prends le risque de le dire, que l'IA générative, pour moi, c'est une intelligence collective statistique, c'est-à-dire qu'elle donne une réponse qui est la moyenne de ce qu'auraient répondu les humains qui ont produit le big data qui a permis de faire émerger les paramètres. Donc, si on a peu de contenu produit par des humains, eh bien, nous ne sommes plus dans l'intelligence collective statistique et c'est l'origine des hallucinations. Si vous commencez à poser des questions sur les pistons hydrauliques dans une centrale nucléaire, voilà, ou parler de maladies rares ou d'une nouvelle jurisprudence, évidemment, là, vous êtes en danger. Donc voilà la grande révélation, en tous les cas la mienne, c'est que quand on fait un prompt sur une IA, en fait, on mobilise la sagesse des foules. En 1906, le statisticien Francis Galton a lancé un concours pour estimer le poids d'un bœuf et il voulait démontrer que les experts étaient bien plus efficaces que l'intelligence collective et en fait, il a démontré tout l'inverse. Il a demandé, il y a 800 personnes qui ont payé pour parier sur le poids d'un bœuf. Ce bœuf pesait 543 kilos et la moyenne des estimations de ces 800 personnes a été de 542 kilos, soit une marge d'erreur de 500 grammes, une précision à 0,09% de la valeur réelle ici. Et tout ça grâce à la loi des grands nombres qui font que les erreurs individuelles, ceux qui surestiment, ceux qui sous-estiment, eh bien, s'annulent mathématiquement et font émerger une vérité collective. Sachez que les experts qui étaient censés être les plus puissants, ils ont une marge d'erreur entre 2,5 et 4%, alors que l'intelligence collective, c'est 0,09 ou bras. Donc les réponses de l'IA sont stupéfiantes parce que vous mobilisez l'intelligence collective de plusieurs milliers de personnes. La magie n'est pas celle des 1000 milliards de paramètres, mais celle de l'intelligence collective qui a fait émerger ces paramètres. La réponse à votre prompt, c'est la moyenne statistique de ce qu'auraient écrit entre 10 000 et 100 000 personnes si on leur avait posé la question et qu'on avait fait la moyenne, la synthèse de leurs réponses. Alors, le 10 à 100 000, ce n'est pas la peine de poser la question tout à l'heure, ce sont des chiffres à vocation pédagogique, je n'ai aucune donnée scientifique, c'est un estimé. On retrouve la même magie si vous avez eu l'occasion de pratiquer le codev managérial ou stratégique, cette magie de se dire waouh, la mobilisation de l'intelligence collective sort vraiment quelque chose auquel on n'aurait pas pensé. Et donc, en utilisant l'IA, eh bien, vous augmentez votre intelligence individuelle avec celle d'une intelligence collective statistique. Alors, merci pour ceux qui ont pris leur mal en patience. Maintenant, avec cette petite introduction, je me sens plus à l'aise de creuser notre sujet aujourd'hui qui est la prise de décision et comment on va faire maintenant pour aller de l'intelligence artificielle à l'intelligence
augmenter. 4 enjeux pour les décideurs aujourd'hui. L'infobésité, on est noyé dans l'information et du coup, on va activer le biais de disponibilité, le biais de confirmation. On est noyé également dans les emails, dans les réunions, dans le quotidien. Donc, on manque de temps pour réfléchir. Les chefs qui nous disent il faut décider vite. Donc, décider vite, c'est moins de temps pour réfléchir. Et surtout, on est dans un environnement volatile, incertain, complexe, ambigu. On a un niveau important d'incertitude. Ça crée un brouillard cognitif. Et donc, le courage managérial est inversement proportionnel à l'épaisseur de ce brouillard cognitif qui fait que ça va bloquer la décision ou ralentir la prise de décision. Et heureusement, l'IA est arrivée pour essayer de chasser le brouillard avec l'aide de l'intelligence collective. Alors, face à l'infobésité, eh bien, l'IA, elle nous aide à comprendre le présent. Elle identifie des modèles subtils, des schémas, des corrélations, des anomalies qui sont invisibles à l'œil nu de l'humain. Elle va relier des différentes données, services. Et par exemple, une IA pourrait remarquer que les clients d'une région spécifique qui achètent le produit A sont très susceptibles d'acheter le produit B 3 semaines plus tard, mais uniquement s'il fait beau. C'est ça la magie. Donc, ce type d'information complexe, multidimensionnelle, est ce que l'IA excelle à mettre en évidence dans des environnements d'un point de vue commercial, stratégique ou opérationnel. Face à l'infobésité, l'IA nous aide à comprendre le présent, mais elle nous aide aussi à prédire le futur. Donc là, on est dans les modélisations prédictives qui vont principalement s'appuyer sur des données historiques. Elle peut estimer des ventes, identifier des clients qui vont partir, prédire si des campagnes marketing vont être efficaces. Elle peut faire des recommandations, signaler des risques, simuler des résultats. Exemple, attention, séquence magie, un équipement clé a 85% de chances de tomber en panne au cours du mois suivant sur la base de ces données de performance. Alors, grâce à cette IA qui est capable de comprendre le présent et de prédire le futur, on va pouvoir utiliser tout ça dans l'architecture des décisions complexes. Et là, je vais vous présenter en moins d'une minute ce qu'est l'architecture des décisions complexes. Je dis en moins d'une minute parce que le livre Décideur, êtes-vous bon ou chanceux, c'est 222 pages. Malheureusement, j'ai pas le temps, donc je vais aller assez vite, mais ça va être ce dont vous avez besoin. Donc, c'est un processus en 6 étapes dans lequel, pour ne pas être un décideur chanceux, mais un bon décideur, eh bien, je vais commencer par l'identification de l'obsolescence. Je vais mobiliser l'intelligence collective pour regarder toutes les décisions qui ont été prises sur les enjeux collectifs. J'en ai parlé tout à l'heure. Stratégie, réorganisation, développement de performance, transformation, ingénierie de systèmes, de produits, de services. Et on va essayer de mesurer les signaux faibles, le signal faible, c'est-à-dire une décision a été prise sur la stratégie ou sur l'orga et elle est en train de devenir obsolète. Alors ensuite, eh bien, on va passer dans une phase d'analyse systémique et holistique où on va essayer de repérer qui sont les parties prenantes internes, externes, qui sont impactantes ou impactées par rapport au sujet qu'on veut traiter. Ensuite, dans la troisième étape, eh bien, on va combiner des intelligences, des savoirs, des expériences, en particulier avec l'intelligence artificielle. On va hybrider, essayer de faire émerger un projet de décision. Après quoi, on va sécuriser notre décision, on va prendre ce projet de décision et on va essayer d'anticiper la mise en œuvre de cette décision avant de décider pour voir tout ce qui va se passer en termes d'implémentation, d'animation, d'impact. Et on va décider en fonction de la subsidiarité qui est responsable. Si je suis seul responsable, je décide seul, mais éclairé par l'intelligence collective que j'ai mobilisée dans les étapes précédentes. Et ensuite, on va effectivement passer dans l'excellence opérationnelle, l'exécution, le lean, la productivité. Et donc, ce modèle d'architecture des décisions complexes vise à passer de la conduite du changement, dans lequel, au lieu de faire ce que je vous propose là, on a un comité de direction qui s'est réuni, qui voit le terrain, mais qui ne vit pas forcément le terrain, qui peut justement, par cette déconnexion, avoir pris quelque chose un peu tour d'ivoire, un peu hors sol.
Et si malheureusement les dirigeants alors s'ils ont été chanceux, bah, tant mieux. Mais si les dirigeants ont été malchanceux, à ce moment-là, on va utiliser la conduite du changement, puis on va essayer de réparer la décision prise par les dirigeants pour essayer d'avancer quand même. Alors, le modèle que je vous propose est une innovation managériale qui vise à créer une rupture, c'est-à-dire envoyer la conduite du changement au musée du management et la remplacer par la co-construction du changement avec les 5 étapes que vous voyez ici. Alors, avec tout ce que je viens de vous raconter, je peux vous proposer une première définition de l'intelligence augmentée, qui est quand même le thème de cette présentation. Et ce que je vous propose, c'est d'additionner l'intelligence humaine individuelle ou collective avec l'intelligence artificielle générative, et ça va nous donner l'intelligence augmentée, sauf si vous utilisez directement l'IA. Vous faites preuve d'un peu de paresse intellectuelle. Vous dites, voilà, je pas trop me fatiguer, donc je vais utiliser directement l'IA sans mobiliser mon intelligence ou l'intelligence collective. Et si vous faites ça, alors vous passez dans ce qu'on appelle l'intelligence remplacée. Vous passez de l'intelligence augmentée à l'intelligence remplacée. Et comme vous pouvez le voir sur ce petit dessin, il y a des conséquences. Alors, une des conséquences, c'est l'activation d'un biais cognitif qui s'appelle le biais d'ancrage. Si vous êtes dans une négo pour une voiture, on vous dit tiens, je te la vends 1000, ben, on vient de vous ancrer sur 1000 et vous allez négocier à 800. Peut-être que la voiture, elle vaut que 100. Si vous ne réfléchissez pas, réfléchir, ça veut dire avoir des gouttes de sueur qui perlent sur votre front. Si vous êtes un peu dans la paresse intellectuelle, parce que vous avez trop de réunions, trop d'emails, et pas le temps de réfléchir, eh bien, vous allez aller directement dans l'IA, vous allez dire, ah, j'ai un problème de management, qu'est-ce que tu en penses? Et l'IA va activer le biais d'ancrage, elle va vous ancrer sur sa réponse, et vous allez avoir beaucoup de mal à sortir de la réponse de l'IA. Et au lieu de think outside the box, vous allez think inside the box. Alors que si vous réfléchissez, et qu'ensuite seulement vous allez consulter l'IA, alors là, l'IA va vous aider à think outside the box. Elle va vous dire, ah, est-ce que tu as pensé à ceci? Elle va vous inspirer, elle va éventuellement vous montrer des angles morts. Et donc là, vous allez passer d'une intelligence remplacée par paresse intellectuelle à une intelligence augmentée, mon intelligence plus l'intelligence artificielle. Alors, dans une étude de 2023, il y en a tout un tas d'autres, il a été démontré que l'intelligence humaine plus l'intelligence artificielle permettait, donc une sorte de collaboration hybride, d'atteindre la performance maximale comparée au fait d'être dans la paresse et de n'utiliser que l'IA ou de réfléchir tout seul comme avant. Alors, ce que je vous propose, c'est donc de fonctionner en mode tandem ou dans un processus. Alors, dans vos activités opérationnelles, eh bien, l'IA, ça va être votre assistant, votre binôme, votre coach qui travaille avec vous ou à votre place avec ce qu'on appelle les agents IA qui automatisent. Et dans mes réflexions, dans mes prises de décision, eh bien là, on est plutôt dans un processus. Alors, dans un processus de réflexion, puisque je ne suis pas dans la paresse intellectuelle, je vais d'abord réfléchir. Je rappelle, la définition de réfléchir, c'est d'avoir des gouttes de sueur qui perlent sur votre front. Okay. Ensuite de ça, eh bien, vous allez consulter l'IA. Et là, vous venez d'avoir une intelligence individuelle augmentée. Après, si votre sujet est complexe, enjeux collectifs, stratégie, réorganisation, transformation, etc., ou développement de performance, il faut vendre plus, il faut vendre mieux, il faut mieux produire, réflexion collective, tour de table, codex stratégique, tour de table à l'écrit, à l'oral, et puis à un moment donné, vous pouvez dire, bon, bah, attendez, on fait une pause, allez, je vous donne 5 minutes, allez sur l'IA, posez-lui des questions, tuer de l'information, et à ce moment-là, eh bien, on peut avoir une intelligence collective augmentée, c'est-à-dire on reprend les tours de table et on va utiliser la matière que chacun était cherché individuellement pour augmenter nos capacités cognitives collectives. Et puis après ça, je me retrouve tout seul dans mon bureau. Il faut
de toute cette intelligence collective augmentée, je réfléchis à mon projet de décision. Et grâce à tout ça, eh bien, j'augmente mes chances de prendre une décision éclairée. Et voilà ma définition d'une décision éclairée. Chacun ses définitions, voilà la mienne. C'est une décision qui est viable, on peut l'implémenter, elle ne meurt pas instantanément, elle est ambitieuse mais réaliste, elle est durable, elle ne devient pas obsolète rapidement. En fait, tout ça va ralentir l'obsolescence de la décision. Si vous avez fait 4 réorganisations en 5 ans, vous n'êtes pas un bon décideur, vous êtes un décideur malchanceux. Et le process que je vous présente vous permettra de devenir un bon décideur, c'est-à-dire des décisions qui durent. Et enfin, la décision va être désirable parce qu'elle n'est pas hors sol dans une tour d'ivoire. Elle ne suscite pas de résistance puisqu'elle a été co-construite avec ceux qui sont impactés ou impactants, avec ceux qui vivent le terrain et non pas avec ceux qui voient le terrain au sommet d'une tour d'ivoire. Alors, maintenant, avant de vous donner ma définition finale de l'intelligence augmentée, je suis obligé de vous donner quelques définitions. Désolé encore pour ceux qui le savent déjà. On fait preuve de nouveau d'empathie. Alors, l'intelligence créative sert à co-créer, trouver quelque chose d'original, disruptif. Et si c'était une chaussure, je ne veux pas qu'elle ressemble à celle de mon voisin. Ça permet d'atteindre l'excellence créative, la puissance de l'innovation est décuplée. L'intelligence collective n'a absolument rien à voir avec la co-création. Il s'agit de co-construire, hybrider des idées pour trouver du verbe, du durable, du désirable et non pas de l'original, du disruptif ou du différent. Et ça va me permettre d'atteindre l'excellence décisionnelle, c'est-à-dire de courir dans la bonne direction. Et puis ensuite, on a l'intelligence collaborative qui sert à collaborer. Et le labeur, en latin, c'est le travail. Et quand on fait de l'intelligence collaborative ou du management participatif, eh bien, on se répartit des tâches, on partage de l'information, on travaille en bonne intelligence. Et c'est ça qui permet d'atteindre l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire courir le plus vite possible. Et grâce à l'intelligence collective, on va courir dans la bonne direction le plus vite possible. Ensuite, on a l'intelligence systémique qui permet d'évaluer les interactions entre les différentes parties prenantes en termes de contraintes, de contexte. On veut identifier les impacts d'une décision sur son environnement. Ça permet aussi de déterminer qui va faire partie de l'intelligence collective, d'anticiper les conséquences de chaque version d'une décision au fur et à mesure de son prototypage. Et tout comme pour l'intelligence collective, ça me permet d'atteindre l'excellence décisionnelle. Et enfin, on a l'intelligence cognitive qui sert à augmenter les... Alors, ça ne permet pas d'augmenter votre quotient intellectuel, qui lui est plutôt génétique, mais ça permet d'augmenter nos capacités cognitives, c'est-à-dire nous amener rapidement une quantité d'informations structurées qui répond exactement à notre besoin. Et pour ça, on a besoin de deux choses, l'IA, dont je vous rappelle qu'elle est une intelligence collective statistique, et la gestion des connaissances. Et oui, je sais qu'on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui, c'était la mode avant, mais pourtant, ça contribue aussi à augmenter nos capacités cognitives. Et donc, moi, je place l'IA comme un sous-ensemble de l'intelligence cognitive. Alors, ça y est, enfin, je peux maintenant vous donner ma définition finale et complète de l'intelligence augmentée pour prendre des décisions éclairées. L'intelligence augmentée, elle est à l'intersection de l'intelligence collective pour hybrider les idées, de l'intelligence systémique qui me permet de déterminer qui va venir, qui vit le terrain, qui est impactant, qui est impacté par le projet de décision, et aussi d'anticiper les conséquences de chaque version d'une décision au fur et à mesure de son prototypage. Et puis l'intelligence cognitive, l'IA et le knowledge management pour augmenter nos capacités cognitives, c'est-à-dire la quantité d'informations qui va rentrer dans notre tête pour alimenter nos réflexions. Alors maintenant, on peut reprendre toutes les intelligences que je vous ai montrées. Non, je ne suis pas un pervers qui cherchait à vous faire souffrir.
je reprends donc les 6 étapes de l'architecture des décisions complexes et dans l'identification de l'obsolescence, parce que tôt ou tard, une stratégie devient obsolète, une organisation devient obsolète, une stratégie devient obsolète. Donc, l'intelligence collective va nous permettre, à travers des sondages anonymes à l'écrit, de détecter des signaux faibles et de nous permettre d'identifier quels sont les sujets sur lesquels il faut travailler. L'intelligence systémique va nous permettre d'identifier les parties prenantes internes, externes, qui sont impactantes ou impactées par le sujet qu'on a décidé de traiter. Dans combiné, qui est l'hybridation, et sécurisé, qui est l'anticipation de la mise en œuvre de la décision avant de décider, eh ben, on va avoir la réflexion individuelle, la réflexion collective, l'intelligence systémique, l'intelligence cognitive. Ensuite, dans la décision, ben, je suis seul dans mon bureau et je réfléchis à ma décision, mais éclairé par l'intelligence collective. Et dans l'excellence opérationnelle, eh bien, c'est là que j'ai le comment on va aller au sud, au nord, avec le management participatif, avec les murs de post-it. On a également l'IA et puis on a l'intelligence créative qui peut être soit dans un processus dédié de design thinking pour faire de l'innovation, soit intégrée dans de la résolution de problèmes pour courir le plus vite possible. Alors, l'intelligence augmentée dans les étapes 3 et 4 ici, eh bien, on va retrouver mon processus, ici, intelligence individuelle, intelligence collective, etc. On retrouve le processus que je vous ai présenté tout à l'heure et la réflexion individuelle ici, eh ben, elle s'intègre plutôt ici dans l'étape 5 au moment où je prends ma décision. Alors attention à la tour d'ivoire digitale. La conception d'une décision est indissociable de son implémentation. L'IA peut inspirer, rassurer dans la conception, mais elle est incapable d'anticiper les problèmes générés par l'implémentation de la décision. L'IA est une tour d'ivoire digitale. Elle est de manière extraordinaire. Elle fait des inventaires d'actions, de conseils, de solutions, mais elle a très peu de connaissances des contraintes de ceux qui mettront en œuvre les solutions ou qui seront indirectement impactés. Et malheureusement, une contrainte, elle peut être financière, sociale, technologique, juridique, opérationnelle, culturelle, conjoncturelle, environnementale, et tout ça à l'interne ou à l'externe. Donc attention à la tour d'ivoire digitale parce que l'IA résonne, comme je le disais en ouverture de cette présentation, dans des silos. Elle n'a pas l'intelligence du terrain. On a donc besoin d'une réflexion collective avec des tours de table à l'écrit, à l'oral du CODEV pour hybrider des solutions qui sont au point d'équilibre des contraintes. Et une solution hybridée, c'est ça, c'est une solution qui est au point d'équilibre d'une contrainte RH, technique, financière, sociale, X, Y, Z. Une solution hybridée est une solution qui n'était dans la tête de personne au début de la réunion. Une solution hybridée ne satisfait personne parce que tout le monde voulait imposer sa solution, mais elle ne mécontente personne parce que chacun voit que sa contrainte a été prise en compte. Par ailleurs, l'engagement dans la mise en œuvre d'une décision, le sens, la confiance ne dépend pas que de la pertinence de la décision, mais du processus qui a été utilisé. Et donc, même si vous êtes sûr à 100% que votre solution est parfaite, eh bien, il faut quand même la construire si vous voulez créer de l'engagement, du sens et de la confiance. Alors, l'IA ne remplacera pas les managers, les décideurs, mais ceux qui l'utilisent mal ou qui refusent de l'utiliser risquent d'être remplacés par ceux qui l'utilisent efficacement parce que l'IA ouvre la voie vers une intelligence augmentée et il faut voir l'IA comme un partenaire cognitif pour augmenter son intelligence. Je vous remercie de votre attention et je suis maintenant prêt à répondre à vos questions ou réactions. Alors un énorme merci Olivier, c'était vraiment passionnant. Je savais effectivement que le contenu, valait le déplacement, mais je reconnais que là tu nous as tous, bluffés. En tout cas, j'ai appris, énormément de choses et de voir cette approche un peu symbiotique entre, l'IA et l'homme, est aussi rassurante. En tout cas de pas subir et vraiment d'utiliser toute la quintessence. Tu l'as merveilleusement, expliqué. Alors les Merci questions, comme tout. Christophe.
Bah, comme toujours, voilà, on vous laisse la parole. Alors j'ai vu qu'il y avait des débats déjà tout au long de ton discours qui sont intéressants. Et alors, juste au passage, évidemment, en 30 minutes, j'ai pas pu rentrer dans des détails, argumenter, etc. Et ça peut évidemment générer euh, des, euh, des surprises ou le besoin de clarification. Et peut-être que juste par politesse, on pourrait donner d'abord la parole à une intelligence artificielle. Peut-être qu'elle s'est sentie un peu mise en cause. Peut-être que j'ai fait baisser son estime, l'estime de soi de l'IA, ou sinon un être humain. Oh, allez, on va quand même On commencer commence par par un l'humain. humain? Alors, c'est intéressant aussi ce que dit David, hein, David Fayon, que tu connais sans doute, Ah ben qui a oui, bien sûr. aussi Bonjour David. beaucoup écrit. Alors, il peut aussi la poser oralement, hein. Il dit que le décideur aujourd'hui il a décidé dans un monde complexe et incertain et que le combo gagnant IA plus IH, donc intelligence humaine. Donc oui, je pense il a tout à fait raison. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Vous pouvez même prendre la parole aussi, hein. On a plus de 60 personnes là, qui sont en ligne. Ou tu les as intimidés peut-être, Olivier? Ah, mais d'habitude, je mords quand on me pose une question, mais là, je suis à distance, donc ça sera pas une morsure très dangereuse. Oui, puis en même temps, tu vois, j'ai pas voulu te présenter avec ton cursus pour ne pas expliquer aux gens que tu es un ancien de Saint-Cyr, administrateur militaire, diplômé de la belle université Panthéon-Assas en droit. Tu vois, je me suis dit, ça va un peu refroidir Ah, ouais. les ardeurs. Ben non. Alors, on a Véronique Brouton, qui peut activer Ah, son micro. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. C'était très, très clair et je dois avouer que j'étais quelqu'un qui connaissait pas beaucoup aussi déjà la différence entre l'AI et l'AI augmentée, pour moi, c'était quand même assez nouveau. Je voulais savoir, dans votre expérience et dans ce que vous avez pu voir, est-ce que justement une bonne prise de décision qui utilise l'AI augmentée, un peu comme vous l'avez demandé, aide aussi lors de l'exécution quand on arrive avec les méthodologies agiles ou Lean qui présentement peuvent souffrir justement d'une mauvaise décision dans leur méthodologie, là. Alors, tout à fait, hein, j'ai présenté un peu les 4 dimensions de l'usage de l'IA pour un manager, un décideur. J'ai parlé de la décision. Et là, je pensais surtout à la décision sur des enjeux collectifs. Est-ce qu'il faut aller au nord? Est-ce qu'il faut aller au sud? Est-ce que c'est l'organisation A, l'organisation B, la stratégie A ou la stratégie B? Ensuite, j'ai parlé de productivité individuelle, en particulier liées à la surcharge cognitive, la charge mentale. Ensuite, j'ai parlé du management d'équipe. Et après, en quatrième item, j'ai parlé de l'excellence opérationnelle, dans lequel on a lean management, Scrum, productivité, etc., où effectivement, ne serait-ce que par les agents IA qui permettent d'automatiser, il y a toujours tout un tas de petits problèmes à régler. Évidemment qu'on peut utiliser l'IA avec des prompts un peu particuliers pour essayer de se faire aider. Parce que, en fait, on est décideur dans 3 sphères. On est décideur du complexe. C'est pour ça que j'ai parlé d'architecture des décisions complexes. Les 6 étapes que je vous ai montrées ne s'appliquent que aux enjeux collectifs, mais on est aussi décideur sur du simple, c'est-à-dire toute la mise en œuvre, tout ce qui est Lean, Scrum et compagnie, où là, on n'a pas besoin de ce que j'ai montré des 6 étapes, mais l'IA peut effectivement nous aider dans des processus réflexifs. Et puis, on a aussi le compliqué. Et je suis un expert, je dois résoudre un problème technique compliqué, métier, et je peux m'appuyer sur l'IA pour m'aider à réfléchir, mais en intelligence augmentée, pas en intelligence remplacée. Merci beaucoup. Les petites gouttes de sueur qui perlent sur le front, ça c'est important. merci Véronique pour cette excellente question. Et toi, Olivier, évidemment, pour la réponse. Alors, on a déjà des commentaires, hein. Serait-il possible d'avoir la présentation? Alors oui, dans tous nos webinaires, hein, vous y avez accès, vous avez accès au replay hein, du webinaire, mais aussi à une forme de white paper qui sera sorti dans les 24 heures
avec l'ensemble de l'exposé et les questions-réponses. Donc voilà, beaucoup de commentaires d'Antoine, je vois de Aya aussi, oui, qui dit merci beaucoup, très intéressant. Je pense que les gens ont besoin aussi de lire à tête reposée. La manière aussi, la méthode que tu as proposée me semble particulièrement aussi percutante, hein, qui allie un peu l'intelligence individuelle, collective, les différentes formes d'intelligence et dans les différentes phases avec l'IA. Je trouve que c'est original. Je n'ai jamais rien vu de tel, mais inspirant. Alors, Bon, Nadia nous avons que Doudi. des fans de l'IA, là, c'est triste. J'aurais aimé des gens qui disent c'est nul, vous avez rien à accomplir. Ah, il y a encore 2 minutes. Alors, Victor participe pour la deuxième fois, super. Nadia nous dit il n'est plus possible d'occulter l'IA, elle s'intègre désormais comme un levier d'amélioration du travail, oui. Claude, évidemment. Et Charlotte Bon, aussi. Claude, il va finir par me faire rougir encore une fois, Claude. Claude. Oh, Olivier, le Einstein de la théorie générale de la relation augmentée, Voilà, rien voilà. que ça. Effectivement, Ah, ah, on a des mains qui se lèvent là. il a le sens de la formule. On Allez, a, Dave. Ah, il peut pas ouvrir le micro, c'est dommage. Est-ce que c'est un sinon, souci? on a Kofi, Eco Kofi. Oui, sinon Dave, si c'est Et possible j'ai d'écrire. réussi. Ah, super. J'ai réussi. Et merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup, M. Zara, pour la présentation. Très intéressant. Selon vous, dans une organisation qui développe un peu son apprentissage machine, peut-être pour identifier les tendances de ces données et prendre des décisions prédictives, c'est quoi, selon votre expérience, les conditions favorables qui accélèrent ce développement-là dans une organisation? Pardon, j'ai pas compris la question. C'est quel type d'IA j'utilise ou est-ce que je dois développer une IA particulière? J'ai pas compris la question. Non, en fait, dans une organisation qui cherche à utiliser un peu ces données historiques pour identifier des schémas, comme vous le disiez, des patterns, et prendre des décisions prédictives basées sur ça, on peut penser à développer une forme d'apprentissage machine avec l'intelligence artificielle dans nos données propriétaires. Ma question est la suivante. C'est quoi les conditions gagnantes dans les organisations qui ont réussi à développer ça rapidement? Bon, alors sur la première, là, on sort justement des IA un peu grand public, hein. On ne va pas plugger ChatGPT sur des données propriétaires. Donc, évidemment, il y a tout un tas de fournisseurs là qui se sont lancés là-dedans ou qui proposent des solutions, que ce soit Gemini, Microsoft, etc., pour aller justement se plugger sur toutes les bases fournisseurs, stock, etc., pour pouvoir faire ce que je racontais tout à l'heure, là. Si les gens ont acheté tel produit 3 semaines plus tard en fonction de ça, donc évidemment, là, on parle d'applications professionnelles. Bon, il y a tout un tas, je n'ai plus le nom en tête, là, des solutions qui font ça. Et alors, par contre, ça y est, j'ai oublié la deuxième partie de la question qui était. C'est quoi les conditions gagnantes dans les organisations qui accélèrent leur développement basé sur l'apprentissage machine et donc projeter des décisions basées sur leurs données historiques, les patterns? Alors, la condition consiste à répondre, attention, il n'y a qu'une question, hein, ça va être très dur à mémoriser. Vous êtes prêts? Alors, J'écoute. qu'est-ce que, qu'est-ce que, que je le prenne pour moi en tant que manager, décideur ou sur là, qu'est-ce que l'IA peut faire mieux que moi? Voilà. C'est ça la question qu'il faut se poser. Il faut se dire, qu'est-ce que l'IA peut faire mieux que moi? C'est ça. Je regarde tout, je regarde mes processus métiers, je regarde les documents, les décisions que je prends, la façon dont je collecte l'information, etc. Je regarde tout ça, hein, sur les 4 dimensions de prise de décision, productivité individuelle, management d'équipe et excellence opérationnelle. Et je n'ai qu'une seule question à répondre. Qu'est-ce que l'IA peut faire mieux que moi? Et là, voilà, ça va être une réussite. Désolé, voilà, mais je pense que c'est une question fondamentale. On va y Très réfléchir. bien.
Merci. Très bien. Alors, il y a des questions qui se bousculent là. Comment répartir, et je passerai la parole après à Foliteco, d'abord de Régis Damon, comment répartir la responsabilité du résultat d'une décision quand la décision est collectivement construite, y compris avec l'IA, qui, entre parenthèses, évidemment, peut halluciner et donc induire en erreur. Comment vois-tu Alors, cette question de la responsabilité? Alors, c'est pour ça que j'ai montré un processus avec Oui. intelligence, réflexion Mm. individuelle augmentée, réflexion collective augmentée, réflexion collective et réflexion individuelle. Voilà. Alors, l'important n'est pas la décision, l'important, c'est la conception de la décision. Donc, les gens aujourd'hui font une confusion entre la décision, qui est un principe Mm. juridique, c'est un acte juridique. Décider est un acte juridique. Mm. Concevoir la décision est un acte managérial. Et on s'en fout à la limite qu'il y ait une personne, 10 personnes ou 20 personnes dans la conception, parce que c'est un acte managérial. Donc la question, c'est qui est responsable? Si je suis seul responsable, je décide seul. Pourquoi? Parce que la responsabilité collective n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est la décision collective, c'est un outil de gestion de carrière pour noyer sa responsabilité dans la soupe collective et faire en sorte de monter le plus haut possible dans la pyramide. Je dis que la responsabilité collective n'existe pas parce que la punition collective n'existe pas. Alors, si quelqu'un est capable de me mettre dans le chat le nom d'une entreprise qui a organisé une punition collective, si vous n'avez pas le nom de cette entreprise, s'il n'y a pas de punition collective, il n'y a pas de responsabilité collective. Quand tout le monde est responsable, personne n'est responsable. Voilà. Et alors, pour Très l'IA, clair. évidemment, l'IA n'est responsable de rien parce que dans la subsidiarité, dans les délégations de pouvoir du haut vers le bas de la pyramide, personne n'a nommé l'IA responsable de quoi que ce soit. Et donc, évidemment, elle ne sera responsable de rien. L'IA a augmenté mon intelligence pour m'aider à gérer mes risques décisionnels et à être un bon décideur plutôt qu'un décideur chanceux ou malchanceux. Absolument. Allez, encore 2 questions. La Foliteco, 3 questions même. Foliteco Kofi veut poser sa question oralement? Alors, une question l'une après l'autre, hein. J'ai une mémoire de fourmi, donc Oui. Donc, il ne prend pas la parole. Sinon, je vois qu'il y a aussi David Fayon qui est. Non, ici. David. Le micro Voilà, non, était mais désactivé. j'avais pas la main. Le micro était désactivé. Là, je viens de désactiver le Super. micro. Je peux y aller. Oui, Oui. merci pour la présentation très fructueuse. Je vous parle depuis Lomé, là, Togo. Euh, Waouh. ok. En fait, on a parlé de statistiques, hein. On a parlé de statistiques, que c'est des données statistiques que l'IA prend pour travailler. Bon, maintenant, il y a dans des pays du Sud où il n'y a pas suffisamment de données renseignées sur l'IA, sur l'Internet, tout ça là. Ce qui fait que des fois, les résultats statistiques peuvent être biaisés, ne peuvent pas coller avec ce que l'on veut, la réalité, parce que pas suffisamment de données sur Internet. Est-ce que ce que nous recevons de nos IA est-ce que ce sont des choses absolues? C'est absolu parce qu'il peut y avoir des biais. Par exemple, moi, je fais des exercices, des devoirs, des fois j'interroge l'IA pour me donner des solutions, me donne des solutions. À la correction, je vois que c'est faux. Donc, les IA se plantent aussi des fois. Et puis, deuxième chose que je ah disais, non, non, pardon, je fais une après l'autre. Ah, Oui. Je réponds déjà à cette question. d'accord. Alors, juste pour info, je travaille depuis 3 ans avec le groupe Sonatel au Sénégal, qui est sur 5 pays, le Mali, etc. Donc, j'ai fait des formations, le truc, voilà. J'ai passé 2 mois
là-bas en cumulé. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, effectivement, il y a des biais qui sont liés au contenu humain produit. Et donc, si il n'y a pas suffisamment de biais, ben, il n'y a pas de big data. Et donc, ça va impacter les paramètres. Mais sur notre sujet d'aujourd'hui, nous sommes sur des enjeux collectifs de réorganisation, de transformation, de développement de performance, etc. Et là, je peux dire avec certitude qu'on soit en Afrique, en Amérique du Nord, en Corée du Nord, en Mongolie intérieure, sur des enjeux collectifs, il y a vraiment du big data, hein, entre les blogs, les articles, les livres, les machins, pour se réorganiser, développer la performance. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de biais, il n'y a pas de machin, il y a toute la matière. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude. Par contre, si on commence à poser des questions au niveau marketing, au niveau technique, au niveau d'études de marché, c'est-à-dire sur une expertise technique ou sur des choses voilà, pointues, ben là oui. Deuxième question. Deuxième Alors, question, des fois, des fois, non, on veut participer, hein, on veut que l'intelligence augmentée soit vraiment augmentée, ne soit pas intelligence remplacée. Mais des fois, quand nous, on pose nos sujets, ça devient de l'intelligence remplacée parce que des fois, l'IA nous dit des choses carrément contraires à ce que l'on veut. Ben, on peut appeler ça, je pense, augmenter aussi parce qu'on se plante des fois quand on veut participer. Voilà. c'est Merci. clair. Ben, merci beaucoup. Alors, il y avait une question, on va bientôt conclure. Une question encore de David Fayon, cette fois-ci le micro Oui, fonctionne. oui, c'est bon. À toi, David. Alors, il y a juste une observation, la responsabilité collective n'existe pas. Ça me fait penser à Luc Julia qui écrivait l'IA n'existe pas. Sinon, ça c'était l'observation. Après, j'ai une question. Olivier, donc tu as parlé de la décision et la distinction entre la décision et la conception de la décision. Mais je crois qu'au niveau IA, il y a une troisième étape, c'est l'explicabilité de la décision. Notamment si la décision a un impact sur les humains ou sur l'humanité qui est important. Il faut voir l'IA comme une boîte noire. Et à un moment, c'est quand on veut la transparence des algorithmes, c'est de pouvoir expliquer le raisonnement qui a conduit à une décision, par exemple le refus d'un prêt, la décision de mettre quelqu'un en prison, etc., qui pourrait être fait plus tard par des IA, ou alors par des IA alliés à l'homme pour avoir une meilleure décision possible. Mais malgré tout, l'homme, dans le cadre d'une investigation, veut savoir comment l'IA va raisonner, puisque c'est probabiliste. Oui, alors tout à fait. Et c'est pour ça que dans ma présentation, on le verra mieux sur le replay, c'était vraiment l'avant-dernière diapositive. Je disais que l'engagement, le sens, la confiance ne dépend pas que de la décision, qui peut être géniale, mais du processus qui a permis de faire émerger la décision. Et j'avais cette phrase, même si l'IA donne une solution parfaite, il faut quand même la co-construire pour créer le sens, l'engagement et la confiance. Parce que justement, il n'y a pas d'explicabilité de ce qui sort du prompt. Mais par contre, s'il y a, comme j'ai dit, individuel augmenté, intelligence collective augmentée, re-intelligence collective, re-intelligence individuelle, bah, si on intègre l'IA dans un processus de réflexion, elle devient un assistant, elle devient un coach, elle devient un consultant. Tout comme j'embauche McKinsey, BCG, etc., qui viennent me donner. Mais à la fin, ce qui explique ma décision, c'est un processus de décision humain. Alors après, moi, là, j'étais sur les enjeux collectifs, évidemment, sur est-ce que j'accorde le prêt ou pas. Je suis pas allé sur les décisions simples de l'intelligence prédictive. Est-ce que je donne le crédit? Est-ce que je le donne pas? Mais tu as raison, David. Il y a une boîte noire. Et pour sortir de cette boîte noire, il faut rajouter de l'intelligence humaine dessus ou de l'intelligence collective. Et là, on commence à être capable de dire que non, c'est pas l'IA qui a proposé la décision, c'est nous, mais on a enrichi notre intelligence avec cette IA. Super. Alors Olivier, on arrive à la fin. Normalement, on s'est donné jusqu'à moins le quart. Là, vu la passion des questions et des débats,
on allait un peu plus loin. Ben, écoute, ce que je propose, c'est de s'arrêter là. En tout cas, évidemment, les gens pourront prendre contact directement avec toi. Ils auront aussi tes coordonnées hein, dans le white paper. En tout cas, un énorme merci à toi. C'était absolument passionnant. Moi aussi, j'avais plein de questions sur l'impact de l'IA, sur l'effet Flynn inversé, etc. Tout ce que tu connais aujourd'hui. Et ce qu'on constate à court terme aussi dans les grandes universités, hein, où il y a des résultats assez inquiétants aussi sur le développement de l'intelligence de nos futures élites, entre guillemets. Mais je pense qu'on va réorganiser à nouveau une nouvelle session bientôt parce que je pense que ça passionne beaucoup de monde. En tout cas, un grand merci à toi Merci de et, l'invitation, hein. et on vous envoie un compromis à la fois la vidéo, vous la retrouverez, vous pourrez aussi la faire circuler hein, parmi vos équipes aussi et ainsi que le white paper. Merci et bonne journée, bonne soirée Merci à aussi tous. Merci à tous et que la et bon force de matin. l'intelligence augmentée soit avec vous. Oh, belle parole, mon cher frère ou père. Au revoir tout le monde.